Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle chronique de Guide en Tandem. Et ce soir, je suis en compagnie de Stéphanie Attias. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Jérôme. Très heureux de te retrouver Moi également. pour une nouvelle aventure de Guide en Tandem. Et ce soir, nous allons partir en Galilée, direction Tsipori. Alors la photo que j'ai choisie pour introduire cette chronique est la photo qui représente Tsipori, ce qu'on appelle la Mona Lisa de la Galilée. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Tsipori, c'est un parc national à l'histoire extraordinaire qui a une situation géographique atypique puisque le parc se situe à mi-chemin entre Haïfa et Tibériade. Et Haïfa-Tibériade, ça veut dire le long d'une route. Et donc à partir de là, construire une ville, maîtriser la route pour des raisons militaires, pour des raisons économiques, ça va être déterminant. Donc l'histoire de Tsipori, depuis plusieurs milliers d'années, va être exceptionnelle. Tsipori, ça veut dire, ou on l'appelle également Séphoris, ça vient de l'hébreu Tsipor, qui veut dire Petit oiseau. petit oiseau, puisque la ville est située à peu près 300 mètres d'altitude, ce qui va expliquer et faciliter le contrôle sur cette route. J'ai d'ailleurs lu récemment une explication sur le terme de Tsipori. Et en fait, la forme de la ville sur la montagne donne en fait l'effet d'un oiseau qui serait posé sur une montagne. Oui. Et c'est également pour ça qu'on lui a donné le nom de Tsipori. Alors, ouais, c'est très intéressant. Je n'avais pas lu, mais effectivement, c'est très intéressant parce que la ville est répartie, elle est la ville est répartie sur plusieurs phases de la colline. Il y a une partie haute de la ville, une partie basse avec des souterrains et notamment un énorme réservoir. Mais effectivement, on peut imaginer les ailes de l'oiseau dans la manière dont la ville est répartie. Ce qui est très intéressant aussi à Tsipori, c'est que c'est un site qui est très très peu visité. Oui. Alors que c'est un de mes sites préférés en tant que guide touristique et un des plus beaux sites gréco-romains du pays. L'explication, elle est assez simple, c'est que Tsipori est aujourd'hui à l'écart des grandes routes. Autant il y a Nazareth qui est à 15 minutes, qui est une des villes les plus visitées du pays parce que c'est une ville pour les chrétiens très importante. Tsipori, à chaque fois que j'y vais, il y a 2-3 voitures sur le parking. On croise 5 personnes alors que on peut le comparer à Césarée sur lequel en permanence on a entre 500 et 1000 personnes. Donc ça renforce le charme de Tsipori parce que quand on se balade là-bas, il y a un côté unique dans la visite que tu ne vas pas avoir quand tu bouscules les gens et que tu te fais bousculer sur les grands sites touristiques. La ville, on va parler de Tsipori de deux manières. On va parler de Tsipori de manière chronologique et on va raconter l'histoire de Tsipori. Et ensuite, on va s'arrêter sur les vestiges les plus importants de la ville. Tsipori, ça a été la capitale à l'époque byzantine et le cœur de la Galilée, mais le démarrage de Tsipori, on est à l'époque des Hasmonéens. Les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, les Maccabées. Donc, en fait, les Hashmonaïm sont, après la destruction du royaume d'Israël et le développement du royaume de Judée, le royaume juif qui a été sur la terre d'Israël le plus important, qui a développé énormément et qui a fait de Tsipori notamment sa capitale. Exactement. Ça va même plus loin. C'est que les Hashmonaïm, c'est la dernière fois, et il faudra attendre 2000 et quelques années, pour que les Juifs soient de nouveau les vrais dirigeants du pays. Hérode le Grand était un roi, mais un roi client des Romains, sans vrai pouvoir. On a ensuite, à la période des croisés, le royaume de Jérusalem, mais qui n'est pas dirigé par des Juifs. La période des Hashmonaïm, une centaine d'années, c'est la dernière fois que les Hasmonéens vont maîtriser réellement le pays. Et d'ailleurs, Hérode leur en a beaucoup tenu rigueur aux Hashmonaïm. Alors, l'histoire est compliquée entre Hérode et les Hashmonaïm parce que lui manquait de légitimité. Absolument. Du coup, pour essayer de renforcer un peu son aura, il va épouser la petite fille du dernier roi hasmonéen qui s'appelait Mariam. Mais il va beaucoup souffrir, il va être très complexé de ne pas faire partie de cette dynastie qui avait une légitimité. À tel point que, parenthèse, le frère de Mariam, qui va être nommé grand prêtre sous l'influence populaire, va devenir très populaire à tel point qu'il va l'inviter à dîner dans sa résidence de Jéricho et il va lui proposer un concours dans sa piscine pour voir combien de temps il peut rester sous l'eau et donc il va le noyer et faire croire à un accident. Donc les Hasmonéens vont développer la ville de Tsipori, mais bien sûr c'est Hérode le Grand, dont on parle à peu près une fois sur 2 ou 2 fois sur 3, qui est le grand précurseur, le grand bâtisseur de la ville de Tsipori et qui va en faire une ville romaine. La ville est très riche parce qu'il y a beaucoup d'eau, parce qu'il y a de l'agriculture et elle va continuer à se développer et rapidement à la période romaine, après Hérode, la ville va devenir à la fois une ville païenne
et une ville juive. Et à l'époque byzantine, on aura même les trois, c'est-à-dire des païens, des chrétiens et des juifs qui vont cohabiter jusqu'à ce que l'Empire byzantin décrète la chrétienté religion officielle et que les païens soient complètement éliminés et les temples transformés en églises. Donc de la période romaine, on va retrouver évidemment un cardo, cette grande voie romaine nord-sud qui traverse la ville. Pour information et pour tous ceux qui guident et qui ne connaissent pas, le cardo ne vient pas du mot cardio, ça ne veut pas dire le centre. Cardio, c'est un mot grec qui veut dire le centre. Le cardo, c'est un mot romain qui veut dire les extrémités, parce que c'était la voie romaine qui traversait intégralement la ville du nord au sud. Et on avait un cardo principal qu'on appelait le cardo Maximus, notamment à Jérusalem. Et dans toutes les grandes villes. Voilà. Petit clin d'œil, certains se reconnaîtront. À l'époque byzantine, explosion de la ville, donc on a énormément de traces, et notamment à travers des très très belles mosaïques. La conquête arabe délaisse la ville, qui retrouve de sa grandeur à la période des croisés. Le nom de Tsipori disparaît, devient la Séphorie, et les croisés s'y installent, construisent une grande forteresse, et c'est de là que vont partir les croisés lors de leur dernière grande bataille contre Saladin. On est en juillet 1187, la ville de Tibériade est assiégée, et les croisés décident d'aller porter secours à Tibériade en partant de Tsipori. Malheureusement, le roi Guy de Lusignan ne va pas être très inspiré, puisque quelques heures plus tard, il va être pris sur les hauteurs de Tibériade, dans un endroit qu'on appelle les cornes de Khatine, encerclé par les musulmans, manquant d'eau, entouré par du feu. Ils vont rapidement perdre le combat et se rendre. Tsipori tombe en déclin, quelques villageois arabes y habitent. 1949, indépendance d'Israël, on crée un moshav qui garde le nom de Tsipori. Donc une ville au passé très riche. Maintenant, on va s'intéresser aux vestiges de Tsipori, parce que ceux-ci sont extrêmement nombreux. Alors pour tous ceux qui vont visiter Tsipori, il faut s'arrêter avant l'entrée principale du site. Quelques centaines de mètres avant, on a accès à un énorme réservoir qui est le plus beau réservoir qu'on peut visiter en Israël. Donc on parle d'un réservoir qui a été construit il y a 2000 ans et qui permettait d'alimenter toute la ville basse en eau. C'est pour ça que je reprends tout à l'heure ce que tu disais sur les oiseaux. Oui. La ville haute ne pouvait pas être alimentée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas alimenter par un tunnel une ville en eau? On construit un bassin, des puits. Donc on a retrouvé tous les puits sur la partie haute de la ville. Et sur la partie basse, on a ce grand réservoir. Donc ce réservoir, il a une capacité de 4300 mètres cubes d'eau, ce qui est colossal. Et il permettait à deux sources d'amener de l'eau à la ville à travers des canaux qui font 13 km de long. Donc 13 km de long, construit il y a 2000 ans, il faut imaginer la technicité, l'ingénierie qu'il a fallu mettre en place pour ce système qui va perdurer pendant plusieurs centaines d'années. Donc on peut le visiter, c'est ouvert à tout le monde. On va voir les parois sont extrêmement larges, c'est très haut de plafond, il y a 3 mètres de large et plus de 10 mètres de hauteur. Donc c'est un système extrêmement complexe et extrêmement beau à voir. Ensuite, à l'intérieur du site, dès qu'on passe le cardo romain, on arrive dans un espace rempli de mosaïques que les archéologues ont appelé la maison du Nil, parce qu'il y a pas mal de références à l'Égypte. Et en fait, on a énormément de mosaïques sur le sol, les unes à côté des autres. On s'est interrogé assez longtemps pour savoir quel était ce bâtiment et pourquoi il y avait tant de mosaïques. Alors, une des hypothèses, je ne sais pas ce que tu en penses, ça pourrait être une habitation, mais il n'y avait aucune trace d'habitation, aucune trace de système d'eau, pas de sanitaire, ce qui est problématique. Les archéologues ont imaginé que, en fait, cet ensemble c'était un temple. Un temple, peut-être? Alors, on a trouvé des temples juste à côté, mais là, il n'y a pas les structures, il n'y a pas les murs qui expliqueraient ça. Ce serait un magasin, en fait. Ce serait la maison témoin du vendeur de mosaïques à l'époque de Tsipori, exactement, et du coup, qui va présenter tous les styles de mosaïques qu'il est capable de faire. Pas mal de mosaïques, donc inspirées de l'Égypte et de la mythologie. Donc là, on a un centaure. On a également un nilomètre, à un moment qui est représenté avec différents animaux du Nil. Le nilomètre, c'était cet appareil de mesure qui permettait de savoir le niveau du Nil. En fait, on gravait au printemps le niveau d'eau du Nil, ce qui permettait de savoir à l'avance si la saison allait être bonne ou pas par rapport à l'irrigation qu'on allait pouvoir avoir. Incroyable. Donc on a cette maison du Nil, énormément de mosaïques, et en marchant quelques centaines de mètres, on arrive sur le théâtre. Parce que, évidemment, dans les grandes villes romaines, il faut un théâtre. Il faut un théâtre pour occuper les gens, du pain et des jeux.
faire de la comédie. Encore une fois, dans le théâtre romain par rapport au théâtre grec, on est sur des choses légères, on n'est pas sur de la tragédie, on est sur des pantomimes. Et on rappelle la particularité d'un théâtre par rapport à un amphithéâtre. Donc là, on le voit de ce théâtre, on a une magnifique vue sur la basse Galilée. C'est quoi la différence entre un théâtre et un amphithéâtre? Qu'est-ce qu'un amphithéâtre? Un amphithéâtre, c'est par rapport à la structure, alors qu'un théâtre, c'est plus bas. Un amphithéâtre, c'est un petit peu incurvé. Pas forcément. C'est souvent le cas, mais pas forcément. Quand tu vas à la fac, en général, tu dis que tu vas dans un amphi. Eh bien, c'est faux. En fait, c'est un théâtre. D'accord. Parce que l'amphithéâtre est complet. Le théâtre est un demi-cercle. D'accord. Et pourtant, là, c'est un demi-cercle. C'est un théâtre, c'est pas un amphithéâtre. D'accord. Ah oui, alors qu'on aurait pensé que c'était un amphithéâtre. Eh oui, et non. D'accord. C'est un théâtre, c'est un demi-cercle, puisqu'il y a une scène. On regarde ce qui se passe sur scène, alors que l'amphithéâtre servait au jeu, aux gladiateurs, au combat, avec une deuxième particularité, c'est que l'amphithéâtre va avoir un sol mou, en général en sable, et le mot sable en latin se dit arena. D'accord. Alors que le théâtre va avoir sur la scène un sol en dur, parce qu'on a besoin d'une structure solide pour y jouer des pièces. Le sol mou, et notamment le sable, c'était pour absorber le sang, parce que lors des combats, gladiateurs, forcément, il y avait un peu de... ça saignait un peu. Donc on a ce magnifique théâtre, un théâtre avec 5 entrées, une capacité de 4500 places, qui date du IIe siècle, donc il a presque 2000 ans. D'accord. Et on l'a retrouvé en excellent état. Il faut savoir que la ville a été abandonnée. Contrairement à la plupart des grandes villes byzantines, elle n'a pas été complètement ravagée par un tremblement de terre. Celle-ci a été abandonnée. Et donc, on a retrouvé l'essentiel en excellent état de conservation. Et on sait pourquoi elle a été abandonnée? Elle a été abandonnée parce que, à l'époque byzantine, les dirigeants contrôlaient les routes et centralisaient les échanges. Alors qu'à partir de l'époque arabo-musulmane, il n'y avait plus cette organisation, ce qui fait que les villages qui avant étaient spécialisés, tu avais un village qui faisait de l'huile, un village qui faisait du vin, et il y avait une centralisation qui permettait les échanges et la sécurité des routes. À l'époque arabo-musulmane, ça a été beaucoup moins le cas, et donc beaucoup de villages ont été abandonnés parce qu'ils n'ont plus été en capacité d'assurer leur sécurité et leur bien-être financier. D'accord. Tout ce que je vous montre, il faut imaginer qu'on a fait les fouilles sur à peu près 30% du site. Pour des raisons financières, 70% n'ont pas encore été découverts. Donc on peut imaginer dans un futur proche que beaucoup de choses sur Tsipori vont encore être découvertes. Formidable. Juste au-dessus du théâtre, on retrouve donc notre forteresse, forteresse croisée dont on a parlé tout à l'heure. Une des particularités de cette forteresse, si on regarde bien en bas à droite de la forteresse, on voit donc une spolia, c'est-à-dire la réutilisation d'une ancienne pierre pour cette construction. Et en fait, il s'agit d'un sarcophage romain. Regardez bien la photo, vous allez voir effectivement un sarcophage romain à la base droite de cette forteresse qui a été utilisé à l'époque des croisés. Et ce système de spolia, on va le retrouver partout, notamment à Jérusalem, parce que plutôt que de tout reconstruire et de partir de zéro, autant utiliser de l'existant. Ça va être notamment le cas sur le Har HaBayit, sur le mont du Temple, où la mosquée Al-Aqsa, aujourd'hui, est composée d'énormément de spolia de l'époque byzantine, de l'époque arabo-musulmane ou de l'époque croisée, ce qui en fait un style éclectique dont on a du mal à dater certains éléments. On continue notre balade, donc là on a parlé des croisés et de cette forteresse. On disait qu'ils ont quitté la Séphorie, Tsipori, donc en 1187, pour aller se faire massacrer à côté de Tibériade. Et nous arrivons à la maison du Nil, à la maison de Dionysos. Autre maison sur le site, Dionysos, le dieu du vin. Le dieu du vin. Et donc à l'intérieur de cette maison, nous avons toute une série de mosaïques qui vont être dédiées au dieu Dionysos, et notamment un concours de vin, concours de picole d'il y a 2000 ans, entre Dionysos et Hercule. D'accord. Alors, je n'ai pas choisi de vous le montrer, mais on voit une dizaine de panneaux, et sur le dernier panneau, on voit le perdant qui se sent pas en très bonne santé, et qui va perdre ce concours entre Dionysos et Hercule. 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 On ne peut pas battre le dieu du vin. Donc, vous penserez à cette image si vous avez l'occasion. Le dernier panneau, à droite, c'est Hercule qui se sent plus très en forme à la fin de ce concours de vin. L'ensemble de ces mosaïques est organisé à travers ce qu'on appelle un triclinium, c'est-à-dire un salon sur 3 côtés, avec une ouverture sur l'extérieur, et en fait le tapis de ce salon, c'est cette énorme mosaïque, elle fait presque 10 mètres de largeur. Et on a le cœur de cette mosaïque,
qui va être la Mona Lisa de la Galilée, cette image complètement incroyable d'une femme qu'on imagine être une représentation de Vénus, la déesse de l'amour, mais il n'y a pas de signature, il n'y a pas de dédicace, donc on a un certain nombre de doutes à ce niveau-là. Alors, on l'appelle la Vénus par sa beauté, son côté mystérieux, et l'impression qu'elle donne, puisque quand on se déplace dans la pièce, Qu'elle nous suit du regard. on a l'impression qu'elle nous suit du regard. Donc c'est quelque chose de très surprenant dans cette maison de Dionysos. Il faut savoir que Tsippori a été également une ville très importante dans le monde juif, et notamment par rapport au Sanhédrin. Absolument, parce que le Sanhédrin, lorsqu'il a été exclu de Jérusalem, il a bougé sur plusieurs villes en Israël, dont Yavne et dont Tsiporis. Exactement. Ils sont installés à Tsippori. Le rédacteur de la Mishnah, Yehuda Hanassi, va habiter à Tsippori, et on soupçonne qu'il ait pu habiter cette maison parce que c'était quelqu'un qui était très fortuné. Après, ils ont pu rajouter les mosaïques ultérieurement, puisque pas forcément conformes avec le respect des lois juives, mais cette maison fait largement penser à une maison qu'il aurait pu habiter. On est exactement dans cette époque, au IIe siècle de notre ère. Donc on a la maison Dionysos et le clou de la visite de Tsippori qui a été découvert très récemment, on est en 1994. L'ensemble du site il a été fouillé à partir des années 1920-1930 et majoritairement à partir des années 1980. Et ce qui se passe, c'est que généralement, dès qu'on a une université américaine un peu fortunée, on relance des campagnes de fouilles. Ça a été le cas dans les années 90. On a relancé des fouilles à Tsippori et le site qui commençait à devenir dont on voulait qu'il soit un site populaire, il fallait y faire un parking. Donc on a fait les travaux sur le parking et boum, on a découvert une énorme synagogue. Donc 1994, découverte de cette synagogue de Tsippori, une des plus grandes de l'époque byzantine, on parle du 5e siècle, et elle va avoir pour particularité de montrer la présence juive en même temps que la présence chrétienne à Tsippori. Et un autre élément qui corrobore la présence juive, on l'a retrouvé dans le cardo romain. Sur le sol, on a une gravure que là je vous montre à l'écran qui représente un objet dont on a un peu de mal à deviner l'utilité. Une menorah. Ça date du IIIe siècle, il s'agit d'une menorah, donc qui a été gravée sur un pavé du cardo. Et donc, la vie juive a continué, et donc à l'époque byzantine, cette énorme synagogue a été construite, et elle a pour particularité d'avoir également des mosaïques, comme on en parlait tout à l'heure dans la maison du Nil. Mais on va voir que ces mosaïques, elles sont complètement atypiques dans une synagogue, parce qu'il y a des interdits religieux qu'on connaît. Pas d'idole, pas de statue, pas de représentation humaine. Et ça a été le cas pendant très longtemps, de même que les Juifs n'allaient pas au théâtre. Il y avait des interdictions rabbiniques d'aller au théâtre parce que c'était une forme d'acceptation de la culture étrangère. Dans une synagogue, c'était impensable d'avoir des représentations humaines. Donc en général, on va retrouver quoi ? Des ménorotes, une représentation de l'Arche Sainte, des éléments liés à la fête de Soukhot, l'étrog, le loulav. Et dans cette synagogue, on va retrouver évidemment les éléments juifs, la teva, les candélabres, la ménorote, et en même temps un zodiaque. Avec les 12 signes du zodiaque, l'indication des saisons, et au centre de ce zodiaque, le dieu Hélios. Le dieu du soleil. Le dieu du soleil. Donc on a beaucoup d'interrogations sur comment est-ce que des juifs ont pu aller prier dans une synagogue où au milieu de la synagogue on avait une représentation du dieu Hélios. Beaucoup d'explications. La première, qui est la plus ancienne, c'est de dire qu'on a considéré à un moment, la culture grecque et romaine faisant, qu'on était sorti du domaine religieux, puisqu'en plus on est à l'époque chrétienne, donc le dieu Hélios à l'époque il n'est pas vénéré, mais que ça faisait partie quelque part de l'art, et donc c'est une représentation artistique qui s'éloigne de la divinité. L'autre idée, plus récemment développée, c'est l'idée que ces représentations divines sont en fait une représentation du Beth Amikdash. Et des 12 tribus d'Israël. Et des 12 tribus d'Israël. Alors qu'on avait des interdits de faire ces représentations, c'était une manière déguisée de se rappeler en permanence de Jérusalem. Parce que ce zodiaque-là, il existe le même à côté de la tombe de Réhouven, si je ne m'abuse, à Jérusalem. Il y a un grand zodiaque qui correspond aux 12 tribus d'Israël. Alors, je ne le connais pas, mais on a dans quelques endroits en Israël, effectivement, ces représentations du zodiaque, avec ou sans Hélios. Oui, sans Hélios. Et avec Hélios, je crois qu'il y en a 2. Des représentations zodiacales, je crois qu'il y en a 4.
Il y en a également une à Hamat Tibériade, dans l'ancienne partie de Tibériade. Mais effectivement, ça correspond, à mon avis, effectivement, à cette idée-là de représentation à une époque où c'était interdit. Très belle visite à Tsipori, au cœur de la Galilée, pour voir un des plus beaux sites gréco-romains du pays, une magnifique synagogue, des mosaïques, un cardo romain, bref, une visite qui vaut le détour. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Jérôme pour cette belle découverte. À très bientôt sur Tandem TV et notre chronique Guide en Tandem.